plus important des acteurs, vraiment le plus important, c'est les Émirats arabes. D'accord. C'est les plus sérieux en termes de dépenser d'argent, violer les règles internationales, violer les embargos contre les armes, convaincre les autres capitales, s'occuper du dossier, installer une base militaire à l'intérieur de la Libye en violation des résolutions de l'UN. Vraiment, tout ça, ce sérieux, ce dynamisme, cette discipline, cette détermination à modeler tout ce qui se passe à l'intérieur de la vie politique libyenne. Vraiment, l'acteur qui vraiment la locomotive, la tête pensante de tout ça, c'est les Émirats arabes. C'est pas la France, c'est pas l'Égypte, c'est certainement pas la Russie, c'est les Émirats arabes. Et donc j'insiste bien, c'est pas la France. La France, sur ce dossier, suit le leadership des Émiratis. D'accord. C'est une grande puissance occidentale qui suit une petite fédération arabe. C'est très important de le comprendre. Donc il faut regarder. Regarde, et pourquoi est-ce que les Émirats arabes sont entrés en Libye? Est-ce qu'un producteur de pétrole a besoin d'acheter du pétrole? Non. Parce que la vraie raison pour laquelle ils sont originalement, donc en 2011-2014, pourquoi est-ce que les Émirats arabes unis ne pouvaient pas dire non à Hillary Clinton, qui voulait aller en guerre contre Kadhafi? C'est parce qu'ils savaient que le Qatar y allait. Et donc, en fait, ça nous amène à comprendre que la principale menace que les Émirats arabes voyaient en Libye, c'est une menace idéologique. C'est le fait de savoir que s'ils n'y vont pas, sachant que la Libye est un petit pays démographiquement, il n'y a que 6 millions d'habitants, comme je vous l'ai dit, c'est un pays très riche, extrêmement bien positionné, très beau pays. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'avoir un pays aussi riche, avec une population aussi petite, quasiment entièrement sunnite, pas de division sectaire ou confessionnelle comme en Syrie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que n'importe quelle idéologie peut réussir. Donc c'est-à-dire quoi spécifiquement? C'est que les frères musulmans, si on les laisse faire, peuvent gérer ce pays correctement. Et ça, si ça se produit, c'est une catastrophe pour le reste de la région arabe, du point de vue des monarchies du Golfe. Parce qu'à partir du moment où les frères musulmans arrivent au pouvoir, par des moyens plus ou moins légitimes, plutôt moins légitimes que plus légitimes, parce que les frères musulmans n'ont jamais été populaires en Libye. Mais toujours est-il qu'avec le désordre d'après Kadhafi, il y avait une possibilité que les frères musulmans et les islamistes de manière générale parviennent au pouvoir, et comme n'importe quel crétin, si je puis dire, peut réussir dans un pays aussi riche, il y avait un fort risque que les frères musulmans s'en servent comme d'une vitrine, en disant voilà ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à faire notre propre Dubaï avec l'idéologie des frères musulmans aux portes de l'Union européenne, avec la côte, le tourisme, tout ça. Et ça, c'est un risque absolument inacceptable du point de vue des Émirats arabes. Parce que si ça se produit, eh bien, il y aura une contagion vers l'Égypte, et s'il y a une contagion vers l'Égypte, il y a une contagion vers la péninsule arabique. Et ça, c'est absolument insupportable. Donc, il faut aller en guerre, il faut empêcher, il faut éradiquer les frères musulmans de la Libye. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte chance qu'ils réussissent. Donc, si, vous voyez bien que vous connaissez aussi le rôle des Émirats arabes pour le coup d'État en Égypte de juillet 2013. Ils ont été pour beaucoup. C'est eux qui ont invité le Pentagone à venir soutenir cette opération. C'était vraiment les leaders. Il y avait aussi le roi Abdullah à l'époque, très important. Mais c'est surtout les Émiratis qui ont réussi à créer cet environnement diplomatique pour que l'on accepte le massacre de août 2013, par exemple, de Rabat. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment une locomotive sur le plan diplomatique, sur le plan de la dépense, parce que ce sont des gens qui dépensent. Si vous regardez pendant la transition du Soudan, les Émiratis ont sorti 2 milliards de dollars. C'est une grande forme de discipline. Aucun pays occidental n'est capable de mettre 2 milliards de dollars dans un pays comme le Soudan. Donc, il y a une détermination à violer les règles internationales, à commettre des abus, et en même temps gérer la perception diplomatique, idéologique, pour pouvoir continuer dans cette ligne d'action, et surtout, pouvoir convaincre les gens. Les Émiratis peuvent convaincre, sont écoutés par Moscou. Ils sont évidemment vénérés par Paris, et ils sont écoutés par Donald Trump. Et évidemment, ils sont écoutés par l'Égypte, parce que c'est eux qui ont financé l'Égypte depuis 2013. Et vous savez bien que tous les universitaires, tous les chercheurs à peu près sérieux, vont vous dire que
le mentor de Mohammed Ben Salman, c'est Mohammed Ben Zayed. D'accord. La hiérarchie, c'est les Émirats arabes au-dessus et l'Arabie saoudite en dessous. Donc c'est vraiment la tête de proue. C'est vraiment le leader dans tout ça. Et si vous voulez comprendre la convergence internationale qui existe aujourd'hui en faveur de la guerre violente, destructrice, pourquoi est-ce qu'on l'accepte? C'est parce qu'il y a une puissance en termes de propagande, en termes d'idéologie, en termes de persuasion diplomatique qui est menée par une entité, c'est des Émirats arabes unis. C'est pas fait par l'Arabie saoudite, c'est pas fait par l'Égypte. L'Égypte est beaucoup plus timide que tout ce que les gens peuvent imaginer. Et il faut surtout pas croire que la politique parisienne qui consiste à soutenir idéologiquement, je parle bien idéologiquement, Maréchal Haftar, c'est pas une invention de la France, c'est juste une imitation de quelque chose qui a été décidé à Abu Dhabi.